Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Depuis le début de l'année 2019, plus de 130 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint selon les chiffres du ministère de la Justice. Le gouvernement, lui, s'est engagé à lutter davantage contre ces violences conjugales en lançant le premier Grenelle sur le sujet. Des conclusions présentées par le Premier ministre et la secrétaire d'État lundi dernier. Protéger les victimes, prendre en charge les auteurs, éduquer à l'égalité homme-femme. Le Grenelle a permis d'établir une cinquantaine de mesures censées notamment enrayer le fléau des féminicides et rompre cette spirale de la violence. Alors, les mesures gouvernementales peuvent-elles suffire? Comment faire en sorte de prévenir de tels drames? On en débat en direct ce dimanche avec nos invités. Florence Torolion, bonjour. Bonjour. Vous avez été victime de violences conjugales alors que vous viviez il y a 5 ans dans le Jura. Vous partagez avec nous aujourd'hui votre témoignage et le parcours qui a suivi ces violences. Éric Mathey, bonjour. Bonjour. Vous êtes le procureur de la République de Dijon. Marie Vindy, bonjour. Vous êtes présidente de Solidarité Femmes 21, vous êtes également écrivaine. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation en direct ce dimanche matin. Et vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission avec le hashtag Dimpol Bourgogne, toujours en direct et toujours sur les réseaux sociaux. Alors, Florence Torolion, un mot de votre parcours pour qu'on comprenne ce qui vous est arrivé et pourquoi aussi aujourd'hui vous voulez vous exprimer et partager ce que vous avez vécu. C'est important. Il y a 5 ans, vous étiez mariée et votre mari a tenté de mettre fin à vos jours. Oui, alors je vais reprendre un petit peu parce Bien que sûr. voilà, ça ne se passe pas comme ça. On Il y a imagine que ça arrive des progressivement. années de violence conjugale avant, il y a des années de violence psychologique, de violence financière, de violence sexuelle. Il y a beaucoup de violences avant les violences, les coups, enfin, dans mon histoire à moi. Et effectivement, au mois d'avril 2014, je fuis cette violence parce que la violence est montée d'un cran. Et je sens que cette fois-ci, si je ne pars pas, je vais mourir. Voilà. J'ai déjà ça en tête. Et la journée, je ne la raconterai pas à nouveau, où il est extrêmement violent. Et du coup, il me dit de dégager de la maison. Donc je pars. Cette fois-ci, je pars. Ça ne durera pas bien longtemps parce qu'il passera très vite à l'acte derrière, après avoir échangé plusieurs coups de téléphone, texto, en essayant de me faire revenir, en disant des phrases telles que ton fils n'aura plus de maman. Voilà, ça se passe comme ça avant. Vous sentez venir Je sens l'acte. Je sens l'acte venir. Je vais quand même 5 fois en gendarmerie. C'est-à-dire que la première fois, c'est une avocate qui m'envoie en disant, vous savez, vous avez quitté le domicile conjugal, il faut aller le dire en gendarmerie. Alors, il faut passer la porte de la gendarmerie et se dire, voilà, je vais aller dire aux gendarmes que j'ai quitté mon foyer parce que c'est violent et que j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Donc, je passe enfin cette porte de gendarmerie. Et là, le gendarme me regarde et me dit, ouais, c'est bon, quoi. Ouais, votre adresse, on va la mettre dans le journal. J'ai dit, mais c'est digne de vous. Ma nouvelle adresse où je vis cachée, vous allez la mettre dans le journal. Après, s'enchaînent plusieurs choses, c'est-à-dire que monsieur viendra voler des clés et des papiers dans mon véhicule devant l'EHPAD où je travaille. Je retourne en gendarmerie, je me fais accompagner par la directrice de l'EHPAD parce que je lui dis, écoute, on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas, viens avec moi, tu me serviras de témoin, tout ça. Et donc voilà, j'y vais 5 fois quand même avant. Et à un moment donné, le monsieur va en gendarmerie lui-même pour dire non, elle dit n'importe quoi, les clés c'est moi qui les ai, de toute façon c'est ma voiture, donc voilà. Et là, les gendarmes se disent il y a peut-être un petit problème, effectivement madame est peut-être un peu en danger quand même. Et ils font un signalement au procureur, donc du Jura. Et le procureur demande que j'accélère ma procédure de divorce. C'est la seule protection que j'ai à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut que j'accélère ma procédure de divorce. Voilà, j'ai pas de réponse à ça. C'est encore le questionnement aujourd'hui. Ça paraît un peu mais c'est pas décalé, possible. quoi, Comment c'est possible d'avoir une réponse pareille? Et bon, les jours faisant, et il est passé à l'acte, quoi. À un moment donné, je dis aux gendarmes... Il vous a retrouvé? Il m'a retrouvé, c'était très facile. Hein, Oui. Sur mon lieu de travail, c'est très facile. Oui. Hein. Donc, il se présente un matin, on se croise sur la route. Hein. Et je me dis, non, va à ton travail, c'est à l'endroit. Il ne passera pas à la porte de ton travail. Il n'osera pas. Il n'osera pas Et faire il a ça. osé. Et il a osé. Et il y est allé. Et voilà, c'était une attaque à l'arme blanche.
Donc, c'était une mise à mort. C'était une mise à mort, quoi. C'était vraiment une mise à mort en disant bon, j'ai hurlé au premier coup de couteau, j'ai hurlé parce qu'il descendait aux carotides et je me suis dit, il faut que j'hurle autrement, que j'ai un cri autre que ce que les personnes démentes peuvent avoir et que mes collègues comprennent qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Et à ce moment-là, elles arrivent, elles essayent de le calmer, ce qui est absolument impossible. Et lui, il est en théâtre, en représentation. Voilà, je suis en sang, je me mets au sol parce que je me dis, il attaque le visage, il attaque les carotides, je vais me mettre au sol pour me protéger. Donc je prends un coup de couteau aussi sur le bras. Et finalement, vos collègues arrivent à le... Et mes collègues essayent de le tirer et tout ça. Et lui, il est en représentation, il dit, ah, les femmes, vous voulez votre liberté, ben, regardez votre liberté, ce que c'est. Et là, malheureusement, bon, comme je suis sous adrénaline, ou je ne sais pas quoi, je me redresse contre lui et je lui dis je les avais fous mais malades à ce point-là, jamais. Et il m'ouvre de la lèvre à l'oreille. Là. Il est passé par-dessus ma collègue qui est en train de me faire les premiers soins et voilà. Florence Torolion, alors on va dire aussi que cette personne qui était votre mari à l'époque des faits est aujourd'hui décédée pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette histoire-là et donc il n'a jamais été condamné. C'est une souffrance, j'imagine. C'est épouvantable. C'est épouvantable parce que, encore à ce jour, bon, je suis reconnue victime, merci aux médias. Parce que pour moi, je suis reconnue... Pour la justice, oui, c'est pas évident. Voilà, je suis un numéro pour la justice. Alors, monsieur Procureur, vous direz peut-être, mais pour moi, je suis un numéro. C'est-à-dire qu'il décède en juillet, je reçois le non-lieu en décembre. Vous voyez le laps de temps déjà. Je ne suis pas informée de ce qui s'est passé parce que c'est que des choses qu'on peut me rapporter, mais je ne suis pas du tout informée de ce qui s'est réellement passé. Éric Mathey, comme procureur de la République à Dijon, j'imagine que cette histoire-là, elle vous parle. Je veux dire, vous devez voir des cas de figure comme ceux-là. Pas uniquement comme procureur de la République à Dijon, évidemment comme citoyen, comme être humain, c'est toujours... Ces témoignages de victimes, madame, sont toujours des témoignages extrêmement émouvants et des témoignages qui sont importants. Il est, je crois, important, il est de notre responsabilité d'essayer de revenir sur ces dossiers pour essayer de faire un bilan et essayer de faire en sorte que ce qui a pu mal se passer éventuellement dans un dossier ne se reproduise pas. Là, qu'est-ce qui, selon vous, s'est mal passé ? Vous n'êtes pas là, évidemment, pour juger vos collègues ou ni même la gendarmerie, mais il y a visiblement eu, à minima, un accueil de la gendarmerie un peu léger, je peux dire ça ? Je ne connais évidemment pas le dossier, et c'est toujours des dossiers qui sont, on en reparlera certainement, qui sont des dossiers compliqués, délicats à traité. Cependant, on sait que le taureau a été pris par les cornes, à la gendarmerie notamment, à la police aussi. Il y a maintenant des assistantes sociales qui forment, y compris les gendarmes et les policiers, parce qu'il y a eu, à un moment donné, des personnes qui n'ont pas été entendues. Il y a plusieurs choses qui doivent être centrales dans ce genre de dossier. C'est l'accueil des victimes, pas d'ailleurs uniquement en gendarmerie, mais tout au long. Quand vous dites j'ai l'impression d'être un numéro, évidemment, vous n'êtes pas un numéro pour la justice. Et c'est vraiment regrettable que vous ayez ce sentiment-là. Cet accueil et cet accompagnement, on doit essayer de le faire tout au long du processus, justement pour que les victimes n'aient pas le sentiment d'être un numéro parmi les nombreux dossiers. C'est vrai que des dossiers au tribunal de Dijon, j'en reçois à peu près entre 30 et 35 000 par an, et des plaintes pour violences conjugales, j'en reçois environ 550 par an. C'est pas anodin. C'est pas anodin, mais c'est aussi au milieu de tous les dossiers, il est important d'arriver à traiter ces dossiers de manière correcte. Donc il y a l'accueil, et ça fait partie du plan du gouvernement d'ailleurs, le renforcement des intervenants sociaux au sein des commissariats et des gendarmeries. Il y a des questions de formation également qui sont importants, et l'accompagnement des victimes par des associations, soit des associations spécialisées en la matière, soit des associations d'aide aux victimes, est un point qui est essentiel. Ce qui est très difficile, c'est d'arriver à détecter les dossiers, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fait la différence entre un dossier de violence conjugale qui ne va pas conduire à des faits extrêmement graves et des dossiers qui risquent d'avoir des conséquences dramatiques. Et vous voulez dire les disputes dans le couple, j'allais dire un peu classiques et parfois banales, et la vraie violence conjugale. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à détecter ces dossiers-là, et je pense qu'il y a matière à progresser. Alors, Florence Torolion veut vous répondre, et puis je donnerai la parole à Marie Vindy sur l'accompagnement.
avec tout le respect que je vous dois, vraiment, je suis obligée d'intervenir parce que il y a tout le chemin. Alors, on va parler les femmes décédées, mais le chemin de la victime survivante, c'est impressionnant. Parce que quand monsieur se sauve avec le bracelet électronique, après, je viens place Suquet déposer en disant, mais il m'appelle, j'ai des captures d'écran, il m'appelle, et que je suis reçue par une dame... Après sa détention préventive, on va expliquer. Donc, il était sous bracelet électronique. Je suis reçue par une gendarme. On peut se dire que c'est une femme et que ça va être bienveillant. Et non, elle développe, elle regarde. Je dis, mais il est fiché chez vous, c'est pas possible. Moi, je suis dans une terreur absolue. Et elle regarde, elle me balance toutes les affiches, toutes les photos des hommes qui sont sous bracelet électronique. Et quand ça arrive sur sa photo à lui, j'ai tellement peur que je me retrouve sous le bureau de la dame. Et elle me dit, mais madame, il va falloir être un peu plus costaud que ça. Il va falloir serrer les poings. Parce que votre affaire, il va falloir être un peu plus costaud. Voilà. Et ça a été... Enfin, là, c'est à ce moment-là. Mais tout, pendant mon parcours, j'ai vécu des choses comme ça. Et là, il y a un travail qui est enclenché, qui existe déjà. Et effectivement, le gouvernement a souhaité renforcer les intervenants sociaux dans les commissariats. Marie Vindy, avec Solidarité Femmes 21, vous accueillez, si j'ose dire, à Dijon, Florence Torolion, au moment où elle est soignée à Dijon après les faits qu'elle nous a racontés il y a quelques instants. J'imagine que c'est loin d'être la seule personne que vous accompagnez sur ce terrain-là. Toutes les femmes victimes de violences, il y a quand même un parcours sur le sujet de la violence qui est similaire, même si toutes les histoires sont différentes. C'est-à-dire une violence qui monte progressivement, ce qu'on parlait de violence psychologique, et c'est pareil, etc. je suis obligée de réagir aussi. Oui. Il y a toute forme de violence, c'est déjà une violence de trop, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit économique, mais qu'elle soit physique aussi. C'est-à-dire, il y a les femmes qui sont mortes sous les coups. Alors on dit sous les coups, mais c'est pas forcément les coups de poing. C'est souvent. Il y avait un couteau là en l'occurrence. Voilà, c'est des armes à feu, couteaux, armes par destination voiture, etc. Bon. Mais il y a aussi toutes les femmes qui sont victimes de violences au quotidien. C'est 220 000 femmes victimes de violences. Donc, effectivement, il y a une difficulté de dire qui va aller à l'homicide ou qui ne va pas aller à l'homicide. On peut l'entendre. Mais toutes les violences sont graves et mènent de toute façon à un dysfonctionnement grave, sociétal, social, au niveau de la famille, au niveau des enfants. De la justice. Il y a eu un rapport du ministère de la Justice lui-même. On a senti que Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, faisait même un mea culpa, en quelque sorte, quand elle répondait sur ce rapport. Vous diriez dysfonctionnement de la justice ? Sur l'échantillon choisi, il y a 80% des plaintes qui sont classées. C'est Madame Belloubet qui le dit, je n'invente pas, sur un échantillon, bien sûr. Mais on voit la difficulté, c'est-à-dire, je pense que d'abord, il faut que tous les forces de police et gendarmerie soient formées. Donc, pas seulement des référents. La première étape, c'est ceux qui accueillent finalement les plaintes. Les plaintiers, ceux qui prennent la plainte, ça va être très différent pour une femme de tomber en gendarmerie dans telle zone ou en police tel jour. Voilà, on a des exemples de femmes qui sont venues en disant « j'ai un problème de violence, j'ai peur » et de lui répondre « votre référent est en RTT ou n'est pas là, revenez dans 5 jours ». Cette femme, dont je pense, elle a été agressée entre-temps. Heureusement, il n'y a pas eu ça a été une agression pas très grave, on va dire, elle a été poussée, etc. Mais monsieur est venu au domicile parce qu'il il y a une histoire derrière. Donc, faut vraiment que... Éric Matet, puis on va en venir aux mesures gouvernementales après, justement, pour essayer de modifier ces choses-là. Je disais tout à l'heure qu'il est important d'essayer de faire l'analyse des dossiers passés pour essayer de progresser. C'est exactement ce qu'a décidé la garde des Sceaux, puisqu'elle a confié, c'est ce que vous avez dit, à l'Inspection générale de la justice, l'étude de, très précisément, 88 dossiers d'homicide dans un contexte conjugal commis entre 2014 et 2016. Et pour essayer de voir comment on en était arrivé à cette situation et s'il y avait eu des dysfonctionnements. C'est vrai qu'il y a eu une quinzaine de plaintes dans ces dossiers-là. Dans 15 dossiers, il y a eu des plaintes qui ont été transmises et sur ces 15 plaintes, il y a 80% de ces plaintes qui ont été classées. C'est évidemment pas significatif puisque nous, notre taux de réponse, quand sur ces 540 plaintes que je reçois, moi je donne une suite. À Dijon, on donne une suite à environ 90 voire 95% des dossiers. Une suite la plus adaptée possible. Donc il y a ce chiffre, bien sûr, ça peut arriver parce qu'il y a aussi des questions de retrait de plainte, on y reviendra. Il y a des questions de preuves et il y a des questions parfois d'attitude de la victime avec une notion d'emprise qui me semble forte. Et donc la démarche qui a été faite, c'est d'essayer de tirer les enseignements de ces dossiers-là pour arriver à progresser. C'est vraiment une démarche qui me semble
positive. Alors, je vous propose d'évoquer ces mesures gouvernementales. Alors, je disais, il y en a près d'une cinquantaine. On ne pourra pas toutes les citer dans cette émission, mais le Premier ministre et sa secrétaire d'État ont présenté un certain nombre d'entre elles lundi dernier, à la suite du Grenelle sur les violences conjugales. Il y a notamment des choses qui concernent la justice, la question du suicide forcé qui pourrait apparaître dans le code pénal, la notion d'emprise, vous en parliez, monsieur le procureur, qui devrait faire son entrée dans le code civil et dans le code pénal. Marie Vindy, est-ce que vous êtes satisfaite que finalement le gouvernement prenne en quelque sorte à bras-le-corps ces questions ? Alors, c'est intéressant parce qu'on s'y intéresse, mais il faut quand même rappeler que le Grenelle vient aussi après que des associations, depuis des années, demandent à ce que les choses évoluent. Et évidemment, on n'est absolument pas satisfaite des réponses du Grenelle. Ce sont des pansements qui sont mis ici ou là. Alors, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens quand même, parce que la ligne d'écoute est étendue 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le 39-19. Des choses vont dans le bon sens, mais ça va rattraper le retard dans lequel on est, un retard absolument vertigineux sur ces problèmes-là, au-dessus des gendarmeries, police, mais même au-dessus de la justice. Il faut une vraie volonté politique, c'est-à-dire il faut je crois, plus de moyens. Enfin, c'est dommage à dire, mais c'est parce qu'il faut aussi plus de fonctionnaires de police, plus de gens formés, plus d'argent aux associations aussi, parce que nous, on n'est plus en capacité de recevoir correctement toutes les victimes qui franchissent la porte de solidarité. Parce que notamment, il y a plus de victimes qui se révèlent. Voilà, et à la faveur aussi de ce Grenelle, on a vu que le nombre d'appels, par exemple, au 39-19 avait énormément progressé. Oui. Mais alors, c'est bien de l'ouvrir 24 heures sur 24, mais il faut des gens formés pour répondre. Etc. On est toujours sur ces choses-là. Il faut voir un petit peu plus haut. Il faut voir aussi une vraie volonté politique qui passe aussi par l'éducation. C'est-à-dire, les mesures, elles sont déjà là. L'éducation sexuelle, elle existe. C'est pas appliqué dans tous les collèges. Il n'y a plus d'infirmières, etc. Tout ça, c'est aussi en lien avec cette problématique. Il y a le problème de la justice, bien sûr, mais tant qu'on se posera pas le problème un petit peu plus profondément du machisme, de la société telle qu'elle est, on aura du mal à avancer sur le sujet. Faut ce qui est mis en place soit appliqué maintenant. Florence Torelion, aussi par rapport à votre parcours, est-ce que vous avez l'impression que les annonces gouvernementales, ou est-ce qu'il y a certaines annonces gouvernementales qui trouvent grâce à vos yeux ? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel Macron au 39-19 lors de sa visite. J'avais l'impression d'être entendue. J'avais beaucoup d'espoir. J'étais heureuse de ce Grenelle parce que je me dis, on en parle. Ça y est, les choses s'ouvrent. Le fait d'en parler, ça fait bouger les choses. C'est super important. En plus, ça met le doigt sur tous les dysfonctionnements qu'il peut y avoir. Mais voilà, je suis comme Marie. Maintenant, les moyens. Les besoins, on les connaît, mais en face, il faut les moyens. Et dans une gendarmerie, même si j'étais mal reçue, je me dis, voilà, il faut travailler pour que les gens soient formés, et qu'ils ne soient pas débordés, et qu'ils puissent accueillir une femme comme il doit être accueilli, comme elle doit être accueillie. Mais il n'y a pas que les gendarmeries, il y a le système hospitalier, parce que moi j'ai vécu des choses à l'hôpital qui étaient épouvantables. On ne savait pas quoi faire de moi, on voulait me mettre en hôpital psychiatrique. Voilà, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de besoins. Mais mettons les moyens en face suffisants. Monsieur le procureur, alors, il y a des nouveautés. La notion d'emprise, vous en parliez. Il est évident que ça semble important d'en prendre conscience pour le système judiciaire. La question du suicide forcé, parce que finalement, est-ce que certaines femmes qui mettent fin à leur jour le font d'elles-mêmes ou est-ce qu'elles y sont finalement un peu contraintes ? Il y a un certain nombre de choses qui me semblent très intéressantes et très positives, évidemment, dans ce Grenelle. D'abord, on en parle, c'est vrai, vous l'avez dit toutes les deux. Et puis, il y a plusieurs choses qui m'ont parlé. Alors, la notion d'emprise, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a souvent, dans un certain nombre de dossiers, une grande difficulté. Ce sont des dossiers qui sont particulièrement délicats à évaluer, parce qu'on a parfois des victimes qui ont des attitudes extrêmement virulentes vis-à-vis de la justice. Quand on a, par exemple, le procureur peut décider de poursuivre alors même que la victime a décidé de retirer sa plainte. Et on a assez fréquemment des victimes qui viennent jusqu'au tribunal correctionnel pour protester contre cette décision du procureur qui continue à poursuivre et qui demande au tribunal de... Les attitudes contradictoires de la victime, voilà. Parce que, évidemment, souvent, elles sont sous l'emprise et parfois... on peut le dire, dans une situation conjugale, elles sont amoureuses. Et il faut aller au-delà. Nous, notre responsabilité, c'est d'aller au-delà de cette attitude, et c'est pas toujours facile, en disant, mais justement, il y a peut-être une notion d'emprise. Une autre des mesures, par exemple, c'est d'essayer de développer et de coordonner les ordonnances de protection. Et ça correspond très exactement, madame, à votre situation. Quand le procureur vous
c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous dit il faut accélérer votre procédure de divorce. À l'heure actuelle, on peut faire une ordonnance de protection qui est une mesure particulière et qui peut être faite très, très rapidement dans le cadre de la procédure de divorce pour protéger, interdire à la personne de rencontrer la victime. Par exemple, à Dijon, nous avons décidé avec le service de l'application des peines de coordonner, et ça se fait aussi dans d'autres tribunaux, pour qu'il y ait plus d'ordonnances de protection, et les policiers et les gendarmes prennent pleinement parti, et on a plusieurs projets en la matière. Le Grenelle va nous permettre de développer cela. C'est aussi des moyens, puisque le Grenelle, c'est 360 millions d'euros, dont 10 millions d'euros pour la justice. On va pouvoir développer, par exemple, les correspondants sociaux les correspondants sociaux dans les gendarmeries et en un mot, parce que le temps passe très vite. Éric Mathey, est-ce que vous avez l'impression, par rapport au rapport du ministère de la Justice, que là, vous avez de nouveaux outils pour vous, professionnels de la justice, pour mieux travailler ? On en a, et on a, en parallèle du Grenelle, on a déjà eu des choses. Le Grenelle a aussi permis de réfléchir localement sans attendre les mesures nationales. Par exemple, la gendarmerie de Bourgogne a créé une brigade de protection des familles qui est très intéressante. La police aussi a beaucoup réfléchi. On a accéléré le traitement d'un certain nombre de dossiers. Ça nous a permis de réfléchir et d'aller plus vite sur ces dossiers et de mieux les traiter, je pense. Alors, parmi les mesures annoncées, la levée du secret médical dans certains cas précis et de façon très encadrée. Je vous propose d'écouter le Premier ministre, Édouard Philippe. Le secret médical, c'est un principe fondateur au cœur de la confiance qui lie le patient à son médecin. Et ce principe, qui prévoit des exceptions en nombre très réduit, nous devons évidemment le préserver, nous devons le respecter. Nous avons cependant tous en tête l'exemple de cette femme que cite le rapport de l'Inspection générale de la justice, qui s'est rendue à 10 reprises aux urgences entre 2005 et 2014, donc 4 fois durant la même année, et dont le cas n'est évidemment pas isolé. C'est pourquoi nous devons, lorsque cela peut sauver des vies, offrir la possibilité aux médecins de déroger au secret médical. Je souhaite que cela concerne des cas très stricts, encadrés, les cas d'urgence absolue où il existe un risque sérieux de renouvellement de violence. La ministre de la Santé rencontrera le président du Conseil de l'Ordre des médecins pour finaliser le dispositif. C'est une discussion sensible, délicate, mais dont nous considérons que si elle permet d'aboutir à un dispositif sur lequel s'accordent les professionnels, nous aurons là un instrument qui permettra sans aucun doute d'alerter très efficacement et de ne pas, consciemment ou inconsciemment, fermer les yeux ou garder pour soi une alerte qui, transmise, aurait pu éviter des drames. Alors, est-ce que les médecins, généralistes notamment, ceux qui sont souvent en première ligne sur ces questions, peuvent lever le secret médical en cas d'inquiétude grave, c'est ce que dit le Premier ministre, Laurence Torolion. Quel est votre point de vue ? Moi, je suis sceptique par rapport à ça parce que la victime a tellement besoin de confiance. Donc, si on lève ce moment-là, est-ce qu'elle osera parler ? Est-ce que les victimes oseront parler ? C'est très compliqué. Se livrer au médecin. Pour raconter un bobard, si j'ose dire, pour éviter dire, elle va peut-être venir avec un coup, mais elle va peut-être dire aussi que c'est autre chose. Parce que c'est tellement difficile, et je reprendrai vos mots sur l'emprise, c'est tellement compliqué quand on est sous emprise. Et on a tellement peur aussi. Il faut dire la peur qui habite les victimes. Alors les médecins ne sont pas forcément défavorables. Marie Vindy, vous votre association est un peu sceptique aussi. C'est toujours la même chose. D'abord, moi je ne comprends pas tellement cette mesure parce qu'il me semble qu'il y a un article de loi qui dit qu'en cas de je crois que c'est un article 222 je ne l'ai pas noté évidemment, qui dit qu'évidemment en fonction, s'il y a vraiment un danger grave, de toute façon le médecin a la possibilité de signaler. Et effectivement, une femme, si elle pense qu'on peut lui faire à l'envers, notamment à cause du phénomène d'emprise qui existe de toute façon dans tous les cas de figure de violence conjugale, l'emprise existe. Donc je pense qu'il faut plutôt aussi de la formation et du temps pour écouter les victimes, pour leur laisser le temps de mûrir, du temps pour faire des enquêtes aussi. C'est un petit peu... Éric Mathey, ça pourrait vous aider cette mesure. Il y a des médecins qui sont favorables, sans doute une majorité, d'autres moins. Question difficile. À titre personnel, en tant que procureur de Dijon, j'y suis plutôt favorable parce que c'est un dispositif qui a fait ses preuves pour les violences et les abus commis contre les mineurs et contre les personnes hors d'état de se protéger. Mais
Je suis président de la Conférence nationale des procureurs. On en a parlé avec les collègues. C'est très intéressant parce que les hommes procureurs étaient plutôt favorables et les femmes procureurs étaient plutôt défavorables en disant mais nous ne sommes pas des incapables majeurs, nous ne sommes pas des mineurs, les femmes sont responsables. Et donc, faire cette mesure, ça serait d'une certaine manière les considérer comme incapables de se défendre elles-mêmes. Donc, on voit que les avis sont très partagés d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est intéressant de se poser la question. Mais la réponse ne sera pas commode à mettre en œuvre. Au-delà des mesures, ce Grenelle, il aura, on l'a dit tout à l'heure, aussi permis de libérer la parole un peu plus. Hein, il y avait déjà eu le phénomène MeToo, etc. Mais un peu plus libérer la parole. La semaine dernière, le week-end dernier, hein, dans les rues de Dijon, on va voir quelques images. Dans les rues de Dijon, il y avait beaucoup de gens, des hommes, des femmes, des jeunes femmes qui manifestaient pour dire non aux violences conjugales. Est-ce que c'est important, et c'est aussi l'objet de votre témoignage aujourd'hui ici, Florence Torolion, d'en parler, de continuer à en parler? Quand on est survivante, on a comme une charge pour les autres femmes. Et c'est vraiment mon témoignage, parce que j'ai un message d'espoir pour les autres femmes en disant, mais on est debout, il y a une vie après. Donc, allez-y. Protégez-vous surtout avant de parler, parce que avant je disais parler, mais protégez-vous. Et moi, quand je vois cette jeunesse je me dis, ben, au moins elles, nos mères n'étaient pas dehors, elles ne parlaient pas. Au moins là, ces jeunes filles, on a l'espoir que ça changera pour elles. Marie Verdi, ces images, elles sont marquantes. Il y a quelques mois seulement, on n'imaginait pas autant de monde dans les rues pour dénoncer ces violences. Il y a eu MeToo, il y a eu donc Nous Toutes qui a permis un petit peu de fédérer ce genre d'action militante pour aller dans la rue. Hein. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Mais je suis désolée de revenir un petit peu ça. Le Grenelle a permis, bien sûr, beaucoup d'avancées. Mais d'abord, c'est pas suffisant. Et puis, c'est les associations qui sont sur le terrain depuis longtemps qui font le travail. Qui aussi font ce travail-là. Merci à tous les trois d'avoir accepté de débattre en direct ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, un point sur l'actualité régionale avec Emmanuel Pinsonneau, puis la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche. Bon dimanche à tous. L'agroécologie, c'est pas de la cueillette, c'est de l'écologie dirigée vers une production agricole durable. Les futurs agriculteurs sont tous formés à l'agroécologie. Les systèmes d'aujourd'hui, c'est pas l'avenir. La peur, je pense, c'est une crainte économique surtout. Pour changer tout un système, ça se fait pas du jour au lendemain.